chef du projet Lozère 2020, qui a arpenté le département pour tenter de comprendre ce que veulent les Lozériens pour demain. Bonjour. Bonjour. Et puis il y a Eric Moretti, le directeur général des services. Il est en train de conclure, hein, c'est du direct, il est en train de conclure le discours et après il descend sur notre plateau, il n'y a pas de problème. Et puis dans un second temps, on va aussi parler de notre territoire lozérien vu d'Europe. Ça, ce sera avec le regard de nos deux ambassadeurs descendus de l'Europe, mais on en parlera dans un deuxième temps. Et donc on va évidemment commencer par donner la parole à Jean-Paul Fourquier, le président du Conseil général, et pour l'interroger, Patrick Biancone de la Lozère Nouvelle. Donc Président, on est tous impatients de connaître un peu ce que vous avez débattu encore tout au long de cet après-midi. Donc pouvez-vous nous dévoiler les trois grands axes de ce projet Lozère vers 2020? Oui, je vais vous dévoiler les trois grands axes qui se sont dégagés aujourd'hui, puisqu'il s'agissait d'une étape dans notre opération de Lozère 2020. Rien n'est terminé, puisque nous allons aller après vers des propositions d'action concrètes. Nous avons voulu résumer l'ensemble des réunions, des contributions qui se sont déroulées depuis le mois de janvier, février, sous trois grands axes. Plutôt qu'un catalogue de mesures, nous avons voulu synthétiser sous trois axes qui se veulent être le compte rendu le plus fidèle possible de toutes les discussions, les propositions qui ont été faites au cours de ces différentes réunions. Donc je vais vous lire évidemment les trois axes tels qu'ils ont été. Allez-y, Président. Axe 1, c'est assurer des conditions de vie et d'attractivité favorables au maintien de la population et à l'accueil de nouveaux arrivants et actifs. L'axe 2, c'est promouvoir un développement économique à forte valeur ajoutée, prenant appui sur le territoire, son environnement et ses ressources. Axe 3, se structurer, travailler ensemble, communiquer, s'engager dans une démarche positive pour permettre à la Lozère d'être en capacité de se développer et d'être attractive. Bon. Alors, je crois que chaque mot compte. Si vous me permettez un petit commentaire sur ces trois axes, c'est bien sûr en résumé de tout ce qui a été dit. Alors vous allez me dire que en termes de pourrait se retrouver ou pourrait s'adapter à d'autres territoires, c'est vrai, ils sont assez généralistes, mais je crois que ce qui va en faire la différence et l'originalité, ce sont les mesures, les actions concrètes qui seront proposées et qui tiendront compte de la spécificité de la Lozère. Alors, on peut toujours écrire cela pour d'autres territoires, mais je crois que la déclinaison des actions demain tiendra compte, bien sûr dans le cadre des axes, mais de la spécificité de la Lozère. C'est à cela qu'elles seront originales. Patrick Biancone. Vous savez, Président, que vous avez attendu vraiment sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux autres plans qui ont eu lieu les années précédentes, sur 4 ans, 5 ans ou 6 ans? Donc alors, vous savez qu'on va vous attendre sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour projeter la Lozère vers 2020? Bien sûr. Alors, vous avez compris, de toute façon, on savait très bien que tout ne peut pas être nouveau. Il y a les enjeux qu'on avait identifiés entre 2007 et 2013 qui sont toujours d'actualité. Bon, il y en a des nouveaux. Il y aura des actions nouvelles à proposer, mais on savait très bien qu'on n'allait pas tout chambouler et tout renverser. D'ailleurs, quand on reprend axe par axe, on s'aperçoit qu'on crée les conditions du maintien des populations et de l'attractivité. Bon, on pense évidemment au désenclavement physique, numérique. Alors physique, c'est pas terminé, c'est très bien, même s'il y a eu quelques progrès de fait, elle est terminée. On l'a fait avec une partie pour le désenclavement numérique. Il y a eu déjà quand même des choses de fait. Il y a eu des avancées. Tout n'est pas encore terminé, il faut continuer, etc., etc. sur le logement et tout ce qui a trait à l'attractivité du territoire. Bon, et il y a par contre un fait nouveau et un phénomène un peu nouveau qui est ressorti, en tout cas que moi j'ai perçu comme tel, c'est le transport. C'est quelque chose qui n'avait pas vraiment été identifié comme un enjeu majeur en 2007-2013, qui ressort comme un enjeu aujourd'hui fort pour le territoire, pour la Lozère. Si je vous prends l'axe 2 rapidement sur le développement à partir des produits locaux et de la valeur ajoutée et donc des ressources de la Lozère, c'est comme ça que c'est écrit. Là aussi, on a des progrès à faire. Alors, sur le volet agricole, on en a fait beaucoup en termes de filières de qualité, de promotion de produits, etc., ou d'accompagnement. Bon, je crois qu'il y a des actions menées, il faut continuer, il faut poursuivre. Pour moi, c'est une partie de l'avenir de l'agriculture qui repose là-dessus. Sur le bois, par exemple, je trouve que là, il y a un domaine où on parle beaucoup, mais où on peut avancer, faire plus, développer, à condition d'être innovant,
donc de s'appuyer sûrement sur de la recherche et de passer de la première transformation, qui malheureusement est aujourd'hui le fait d'une grande partie de l'activité, à des deuxièmes transformations pour plus de valeur ajoutée. Bon, et en cela, je le dis, je le rappelle ici, mais nous avons été voir des exemples ailleurs, et notamment au Québec, et je crois qu'il y a des choses qu'on peut transposer ici et qui nous permettront d'avancer et donc d'être beaucoup plus efficaces, plus performants et être originaux par rapport à ce qu'on a fait en 2007 et 2013. Samir Mathieu. Alors Jean-Paul Pourquier, les termes que vous employez dans ces trois axes, ça reste assez général finalement, c'est attractivité, c'est économie, c'est structuré, c'est population accueil, mais vous le disiez par rapport aux structures, par exemple, routières, il n'y a rien de vraiment très concret, on va dire. Est-ce que vous avez des projets que vous voulez porter et que vous voulez voir aboutis d'ici 2020 ? Bien sûr, je viens de vous dire, je crois que toute l'originalité du projet pour la Lozère se fera au travers des actions que nous allons décliner maintenant au travers de ces axes. Donc, en matière de développement routier, par exemple, que voulons-nous? Que sommes-nous en capacité de proposer, voire d'obtenir? Parce qu'il faut être aussi réaliste. Ce n'est pas le tout de demander, mais si on ne peut pas y arriver. Pour avancer en matière de désenclavement routier, alors je ne parle pas que du désenclavement route départementale, ça c'est le département, et je crois que là-dessus on a fait pas mal de choses, mais le désenclavement des grands axes, pour les grands axes nationaux, notamment la RN 88, je crois que nous avons, moi j'ai fait là des propositions, y compris en tant que, non plus président du Conseil général, mais président du syndicat mixte Lyon-Toulouse, qui sont des propositions qui vont au-delà de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est-à-dire de passer au-delà des seuls financements d'État et d'aller vers une concession pour rendre l'autoroute payante aux usagers. Bon, ça on peut aimer ou ne pas aimer, être d'accord ou pas d'accord, mais ce sont des propositions concrètes. Moi en tout cas, je continue de les porter, je continuerai de les faire. Voilà quelques exemples. Je vous ai pris l'exemple du bois tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut avoir des choses concrètes et innovantes derrière une description qui peut paraître assez banale, assez générale et qu'on pourrait rapporter à beaucoup d'autres territoires. Sur la suite, Jean-Paul Pourquier, on va donner la parole sur la poursuite de ce Lozère 2020 à Éric Moratil qui est arrivé, ça y est, qui a fait le mot de conclusion. Rejoint. Voilà, c'est ça. Alors oui, c'est ça. On va reprendre la question de Samir Mathieu. Et maintenant, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, en effet, ça va être la phase de construction du projet et d'arriver aux actions concrètes. Comme l'a souligné le président, il en a indiqué quelques-unes, mais ce que l'on demande, c'est que tout le monde puisse contribuer justement dans le cadre de ces grands axes stratégiques, ces trois axes, de pouvoir apporter leurs réflexions, leurs propositions d'action. Toutes, comme l'a souligné le président, ne pourront pas être retenues, mais un certain nombre pourront l'être. Et donc on invite les gens à participer aux 5 réunions de territoire qui seront organisées par Guillaume sur les bassins d'emploi, sur Saint-Chély, sur Marvejols, sur Mende, sur Langogne et sur Florac, ce qui permettra à chacun d'apporter des éléments, mais aussi de les apporter via les murs participatifs. Nous allons sur Internet ouvrir 3 murs participatifs en fonction des 3 axes. Donc tout ça, c'est la boîte à idées, quoi. Et ce sera la boîte à idées pour permettre de construire un vrai projet qui provient de l'ensemble du territoire. Patrick Biancone. C'est bien d'avoir des projets, mais on sait que pour les réaliser, le nerf de la guerre, c'est les financements. Donc le Conseil général, le département de la Lozère dépend beaucoup dans son budget des aides de l'État. On sait que vous vous heurtez à de plus en plus de charges supplémentaires année sur année. Vous êtes le premier toujours à dénoncer ce fait. Question de Patrick Biancone. On sait que grosso modo, à l'échéance 2020, 80% des budgets des conseils généraux, ce sera l'action sociale, l'APA, le RSA. Il reste de l'argent pour tous ces beaux projets de la Lozère de demain ? Micro, voilà. Ah, ça y est, on vous entend. On n'allait pas couper les cordons de la bourse, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Simplement le son. Allez-y. Bon, oui, je disais, je suis par nature plutôt optimiste, donc je ne vais pas aujourd'hui sombrer dans le pessimisme, même si nous sommes conscients des difficultés aujourd'hui et des difficultés qui nous attendent. Alors, vous avez remarqué que cet après-midi, d'abord, pour repartir sur la première partie de la question, nous avons parlé en même temps que du projet, des financements potentiels, de la mobilisation de partenaires financiers pour accompagner ces projets, ces actions et les rendre efficaces et les rendre réels sur le terrain. Donc, il y a d'abord
l'Europe, les fonds européens. Nous sommes en plein dans l'inscription du futur contrat. Ce sera la dernière partie de cette émission, on va les recevoir. Oui, on y reviendrait, mais vous verrez, ils nous ont expliqué un petit peu qu'est-ce qui se dessine. Et nous allons voir comment nous pouvons nous positionner par rapport à ce qui se décide aujourd'hui au niveau des stratégies européennes, essayer de rentrer en plein. Sur les contrats de massif, bien sûr, parce que la politique de massif est aussi une contribution importante pour nous. Les régions, et les régions qui vont gérer demain les fonds européens, et bien sûr le département qui apporte cette contribution. Donc c'est à travers ces cofinancements, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour la précédente période, que nous pourrons conduire ces politiques, agir et être efficaces par rapport aux actions que nous allons retenir. C'est vrai que seuls, d'accord, seuls nous ne pouvons pas, nous ne pourrons quasiment rien tout seuls, nous sommes obligés de faire appel au cofinancement. Et j'ai oublié l'État parce que dans la contribution, il y a aussi l'État. Alors, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans des restrictions. Bon, il y a la crise, il y a les restrictions budgétaires que nous annonce. C'est vrai qu'elles ne sont pas enthousiasmantes et encourageantes. Moi, j'ai rappelé l'autre jour au Conseil général que nous sommes prêts à contribuer à l'effort national en termes de restrictions budgétaires à condition qu'elles soient réparties équitablement à tout le monde et à toutes les collectivités. Mais nous nous battons aussi pour avoir des financements adaptés aux politiques que nous menons, ou par exemple sur le volet social, puisqu'elle avait évoqué ce volet social et les contributions que nous versons au niveau social, que ce soit l'APA, le RSA, le RMI, la PCH, bon, autant de prestations qui coûtent de plus en plus cher, qui augmentent, avec des recettes qui ont tendance à diminuer. Donc là, nous nous battons, et là pas que nous, mais nous nous battons au niveau de l'ADF et toutes tendances politiques confondues, pour avoir des compensations à la hauteur de ces prestations qui sont distribuées, parce qu'il y a là, je crois, bien sûr une solidarité nationale qui doit jouer, ça ne veut pas être autrement. On a un peu dévoyé pendant des années, c'est vrai, mais aujourd'hui il faut y revenir, c'est la solidarité nationale qui doit payer avant tout ces prestations sociales, même si nous sommes prêts à contribuer. Mais aujourd'hui on est dans du 70 pour les départements, 30 pour l'État, il faudrait que les choses s'inversent. Et à ce moment-là, nous verrons les choses autrement et nos budgets reprendront un peu de souffle, un peu d'essor pour pouvoir travailler ou investir davantage et mener les politiques d'investissement que nous souhaitons mener. Et j'oublie juste un mot, il y a aussi dans ce domaine des recettes la péréquation pour laquelle nous nous battons ces temps-ci. Alors bon, on a eu un peu hold-up au mois de décembre par un amendement que je qualifie de scélérat à l'Assemblée nationale qui a fait d'abord rentrer davantage de départements bénéficiaires de ces péréquations, notamment des MTO, qui a fait en sorte aussi que certains contribuent moins. Non, mais je rappelle cela parce que là, on ne demande rien de plus à l'État. On ne demande pas de la solidarité verticale. On demande de la solidarité horizontale, entre départements, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord entre départements. Sauf que il ne faut pas changer les règles tous les matins, parce que le changement de règles et de critères nous a fait perdre presque 6 millions d'euros pour cette année. Fabien Isbach, donc Midi Libre. On va quitter un petit peu le volet financier pour revenir à Lozère 2020, et c'est une question qui s'adresse plus particulièrement à Guillaume Delorme, qui est le chef de projet. Alors vous êtes allé sur le terrain, vous avez organisé plusieurs réunions, vous avez entendu ce que disaient les Lozériens sur place un peu partout dans le département. Est-ce que vous avez eu des surprises dans les informations que vous avez récoltées comme ça, dans les témoignages sur ce que les gens attendaient un peu du département ? Alors, des surprises, pas forcément, si ce n'est peut-être une qui est assez importante et qui a été vraiment exprimée de partout. C'est finalement un constat d'une autocritique très sévère des Lozériens et finalement un manque de confiance en eux pour le développement de la Lozère. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment interpellés en se disant, voilà, c'est bien d'avoir ce projet de développement, mais il va falloir aussi que d'une certaine façon, on travaille à être un peu positif aussi sur l'image qu'on renvoie. Et donc là, il y a vraiment un sujet très fort. Après, le président a évoqué la question des transports qui est ressortie de façon très forte, la question aussi de la santé qui est ressortie avec beaucoup d'attentes, et puis également des préoccupations sur le développement économique,
sur l'emploi, vraiment aussi, voilà, en disant accueillir, oui. Alors l'INSEE nous a confirmé que pour la période passée, on a créé autant d'emplois qu'on accueillait de gens, donc ça suivait, les dynamiques se suivaient, mais c'est un enjeu aussi pour l'avenir, parce que pour accueillir des nouvelles populations, et bien derrière, il va falloir aussi leur proposer une activité économique sur le territoire. Jean-Paul Pourquier, pour revenir un petit peu sur ce que disait Guillaume Delorme, on fait comment pour que les Lozériens soient fiers et donnent envie de venir en Lozère? Parce que c'est ça l'enjeu, si on comprend bien. Alors c'est vrai que c'est un... Bon, ce que dit Guillaume Delorme, je partage, mais je savais un petit peu, c'est un constat que nous faisons souvent et depuis de nombreuses années. Le Lozérien est par nature plutôt pessimiste, et il a tendance à toujours voir les choses un petit peu en noir, en sombre, le verre vide. Et à se comparer à d'autres en disant nous sommes plus mauvais ou nous sommes moins bons que les autres et donc nous n'y arriverons pas. Bon, ça, c'est un constat. Alors, comment faire? Je crois qu'il faut essayer d'inverser les choses, de leur rendre confiance, de montrer que nous ici aussi, on peut faire des choses, parce qu'il n'y a pas non plus que des gens de cette nature. Il y a aussi des gens courageux, enthousiastes, qui ont envie d'entreprendre et qui prennent des risques. Je ne dis pas que c'est la généralité. C'est une tendance. Malheureusement, c'est une tendance qui existe, qu'il faut prendre en compte. Donc nous devons les convaincre que nous avons des atouts. C'est pas fait comme ça à l'air, c'est une réalité, et qu'à partir de ces atouts, si nous voulons bien nous mettre ensemble, travailler de façon cohérente comme nous le faisons pour cette opération, nous pouvons inverser les choses, redonner de l'espoir et donc de l'activité, conforter l'activité pour les gens qui sont là, qui résident et qui travaillent, et attirer de nouvelles populations. Donc si on donne une image positive, active, dynamique de la Lozère, on attirera plus facilement de nouvelles populations et de nouveaux actifs que si on sombre dans le pessimisme permanent. Ouais, c'est tout à fait ça. Guillaume Delorme. Malgré tout, on a eu des réactions aussi très positives, c'est-à-dire en disant il y a un capital humain, il y a une créativité, il y a une proximité qui est favorable au projet, il y a un foisonnement d'idées, il a été exprimé aussi l'idée de pouvoir rêver, de pouvoir expérimenter, de pouvoir innover. Donc effectivement, il y a ce regard un peu négatif, mais il y a aussi finalement cette multitude d'initiatives qu'il faut aujourd'hui, sur lesquelles il faut pouvoir trouver des places et qu'elles puissent se concrétiser sur le territoire. Fabien Isbach. Oui, non, je sors peut-être un peu du sujet, mais tout concrètement, pour revenir au début de ce plan Lozère 2020, bon, il y a eu un plan précédent qui s'est allé sur la période 2006-2013. Est-ce que c'est la bonne échelle, 6 ans, 7 ans, pour mener à bien ce type de projet? Et deuxième question qui va un peu derrière, est-ce que l'échelle départementale, tout simplement, c'est la bonne échelle pour mener ce type de projet, avec toutes les réformes qui peuvent avoir... Encore. Écoutez, alors ça... Oh, vous verriez la tête de Jean-Paul Pourquier. Il ne m'appartient pas de le dire. Bon, écoutez, vous avez vu, juste pour commencer par ça, c'est que quand même la réforme territoriale qui nous est proposée annonce le maintien du département et de la région, certes avec des modifications de périmètre électoral pour les conseillers généraux, mais on maintient la collectivité départementale en l'état avec des compétences qui ne sont pas encore arrêtées, pas définies. C'est là un petit peu la difficulté qu'on peut avoir par rapport à notre plan, de savoir si tout ce que nous allons décider s'intégrera bien dans les compétences qui nous seront dévolues et laissées demain. J'ai tendance à penser que oui, et qu'en tout cas nous pourrons nous adapter, puisque la clause de compétence générale reste quand même à toutes les collectivités. Et donc on aura quand même un moyen, un levier pour y arriver. Alors, pour revenir sur est-ce que 6-7 ans, c'est la bonne période? Vous savez, on n'a pas inventé ça par hasard, c'est parce qu'on cale ces périodes et ces plans sur les durées des plans de financement que j'ai évoqués, notamment de l'Europe, du massif, de la région qui a aussi une prospective et des contrats sur 6-7 ans, et nous également maintenant, parce que nous nous sommes calés sur ce timing. Donc c'est quelque chose qui nous a été un peu imposé par les financements et les capacités à obtenir des financements. Bien, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième, est-ce que le département est une échelle adéquate pour prendre en charge ce type de projet? Je vais répondre oui, bien sûr, j'en suis même convaincu, sinon je n'aurais pas proposé et je ne serais pas là à faire un deuxième plan, puisque nous avons bien mesuré les effets de Lozère 2007-2013, les résultats, et je peux vous dire, c'est pas pour se faire plaisir et nous faire plaisir, mais c'est un constat général, c'est qu'ils sont très positifs. 95% des actions décidées ont été réalisées, financées, ont porté leurs fruits, et je crois qu'à quelque part, elles contribuent aussi
au maintien des populations, à l'accueil de nouvelles populations et donc à l'augmentation de la population. Donc, je crois qu'on est donc à la bonne échelle parce qu'on a cette capacité de proximité, d'agir dans la proximité et d'être efficace par rapport à la proximité. Même si le domaine économique n'est pas notre compétence obligatoire et première. Nous sommes, nous, là, au plus près des entreprises, de l'artisanat, du commerce, des petites et moyennes entreprises locales pour pouvoir les accompagner et les aider, de l'agriculture, voilà. Donc c'est cette proximité qui fait que c'est pour moi un échelon judicieux pour porter ce genre de plan. La dernière question avec Patrick Biancone. On entend souvent dire que la Lozère c'est super parce qu'il y a de magnifiques paysages, mais est-ce qu'il ne faut pas, j'allais dire casser ou au moins aller au-delà de cette image et des super paysages avec quelques habitants dedans, presque une réserve d'Indiens que les urbains viennent voir quand ils ont besoin de prendre un bol d'air? Est-ce qu'il faut casser cette image ou au moins aller au-delà? Alors casser, écoutez, moi j'ai bien écouté cet après-midi notamment le compte rendu des jeunes étudiants de Tours qui dans leur proposition ont dit attention, gardez ce territoire, cette image de territoire protégé, d'environnement protégé, de sérénité, de tranquillité où il fait bon vivre parce que c'est cela qui fait votre identité. Donc attention, on peut avoir des idées reçues mais ne cassons pas cette image parce que c'est sûrement un de nos plus grands atouts pour attirer demain des nouvelles populations. On va s'arrêter là. Merci.